Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien en cette fête du travail. Euh, Merci à tous d'être là. Déjà, je voulais aussi en profiter pour voilà, m'excuser au nom de toute l'équipe pour notre absence la semaine dernière. Et merci d'avoir organisé un contre-événement pour manifester votre mécontentement. Ça me fait plaisir de savoir que quand on rate, la communauté est là pour assurer à notre place. Et donc on a un programme assez chargé aujourd'hui parce qu'il y a eu, ben, du coup on rattrape, donc on a 2 semaines de news à traiter et puis en plus c'était 2 semaines assez intenses sur certains aspects relatifs à Bitcoin. On a aussi une petite annonce qu'on va avoir de la part de l'équipe de Stacking Sats qui organise aussi, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'événement Surfing Bitcoin à Biarritz. Donc maintenant depuis 2 ans, et là, ce sera la troisième édition. Je sais pas du coup qui de l'équipe va parler, si c'est toi, Joss, n'hésite pas à monter. On va peut-être essayer de faire ça en début de live. Euh, et ensuite, on discutera de plusieurs sujets. On a un petit peu une catégorie un peu fourre-tout à la fin, mais on va notamment parler donc de BIP 119, qui est une proposition d'amélioration de Bitcoin qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment parce que le développeur qui a travaillé dessus depuis plusieurs années et qui la pousse a essayé, on va dire, de lancer le débat de manière un peu vigoureuse. Et donc forcément, le débat a été vigoureux. Mais donc, ça nous permet de discuter un peu de l'amélioration en elle-même, mais plus largement de comment est-ce qu'on améliore Bitcoin, comment est-ce qu'on en discute, et peut-être aussi éventuellement comment est-ce qu'on pense à notre modeste échelle que ça devrait être fait. Ensuite, on a aussi une news que vous avez sûrement vu passer parce qu'elle a été enfin, elle a été assez relayée, qui est l'adoption par la Centrafrique de Bitcoin comme monnaie légale. Et donc, on a la chance d'avoir Gloire qui a pas mal suivi le sujet pour nous en parler. Et parce qu'en fait, c'est bien plus compliqué que ça. La loi, en fait, est assez trouble, en tout cas aujourd'hui, quant à ce que ça signifie exactement, comment ça va fonctionner, quelles sont les crypto-monnaies vraiment acceptées, etc. Et puis, il y a aussi quelques red flags, on va dire, avec notamment la participation a priori active d'une personne qui est connue pour des scams dans l'adoption du projet de loi. Et on va parler aussi donc du Panama qui a validé une loi qui, elle, est complètement différente et qui est assez intéressante aussi. Donc là, c'est l'Assemblée du Panama qui l'a validé. Et maintenant, c'est au président de la valider aussi. Je sais pas quel est le terme exact. Et ensuite, on a quelques Ratifié. petites discussions. La ratifier, merci, voilà. Merci beaucoup. Et après, on aura quelques petites discussions si on a le temps sur des petites news sur Lightning avec notamment la marketplace Magma qui a été mise en ligne par Amboss, donc un explorateur, un explorer, on va dire Lightning, et qui permet finalement de vendre des canaux. Et Miniscript, dont on avait parlé il y a quelques semaines, qui arrive sur Ledger. Donc ça, c'est assez cool aussi de voir que Ledger continue à à essayer d'être en pointe sur certains aspects Bitcoin, parce qu'on râle souvent qu'on s'en fout, nous, de pouvoir gérer 160 cryptos sur un ledger ou de pouvoir gérer les NFT. Mais c'est cool de voir qu'il y a quand même une équipe qui se fait un peu chier chez Ledger à faire des trucs vraiment cool sur Bitcoin aussi. Et voilà, ça nous paraissait cool d'en parler. Jonathan, je sais pas si tu veux en profiter là maintenant que j'ai annoncé un peu tous les sujets pour nous parler de Surfing Bitcoin. Oui, alors est-ce que vous m'entendez? Ouais, très bien. Ok, eh bien, écoutez, c'est pour moi un honneur parce que c'est mon premier space et je suis particulièrement honoré de le faire du coup dans l'entonnoir du Bitcoin. Donc merci Fanny pour cette invitation. Donc effectivement, comme vous l'avez vu, on a décidé avec Joss, qui est là normalement en tant qu'auditeur, de lancer du coup la billetterie de cette troisième édition de Surfing Bitcoin. Et du coup d'annoncer un petit peu le déroulé finalement de cet événement. Évidemment, probablement certains d'entre vous étaient là l'année dernière et on va essayer de faire au moins aussi bien et évidemment de faire mieux, c'est notre ambition. C'est pour ça que cette année, on a décidé de faire ça sur 3 jours. Donc la première journée qu'on a appelée Surfing Day est une journée totalement gratuite. L'idée, c'est justement de faire en sorte que
les touristes, parce qu'évidemment, fin août à Biarritz, bah, c'est la folie, hein, parce qu'il y a énormément de monde. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire un événement. Donc on est en discussion avec la mairie pour faire quelque chose de très sympa sur la grande plage de Biarritz, etc. Donc ça, malheureusement, je peux pas encore trop en dire parce qu'on est en cours de discussion avec la mairie, mais l'idée, c'est de faire bah, une demi-journée networking et de faire en sorte que les gens puissent tout simplement se parler et se retrouver au bord de la plage. C'est toujours très sympa. On a aussi l'ambition de faire, comment dire, une chasse au trésor. Voilà, c'est un truc un peu innovant qu'on s'est dit avec Joss. Une chasse au trésor pour trouver des bitcoins dans la ville. Donc ça, je pense que ça va, j'espère, en amuser certains et surtout faire en sorte que bah, les débutants puissent bah, s'onboarder plus facilement à Bitcoin. Ensuite, sur cette fin de première journée, on va avoir, pardon, une projection débat du documentaire que tout le monde a vu probablement, donc le mystère Satoshi. Donc évidemment, après la projection, il y aura un débat entre les principaux protagonistes, hein. Donc je vois que Claire est là aussi et nous écoute, donc elle sera là. Il y aura Rémi Forté, donc bah, tout simplement le réalisateur de ce documentaire. Yorick, évidemment, de Moonbeam sera là. Et Jacques Favier, qui ne m'a pas encore confirmé définitivement, mais j'espère que, il sera là parmi nous cette année pour débattre justement du succès de ce documentaire fantastique que j'imagine tout le monde a vu et apprécié. Et du coup, on a décidé aussi avec Just, donc ça, je lui laisserai l'honneur de le parler, mais je crois qu'il a un problème de batterie, donc je vais devoir le faire à sa place, parce que c'est son idée. On a décidé de créer le concept du Very Important Bitcoiner. Donc, c'est très probablement kitsch selon vous, mais on trouve ça assez cool. Et l'idée, c'était de transformer un petit peu le dîner des intervenants qu'on avait l'année dernière, donc la veille finalement de la conférence, en le transformant en une networking night. L'idée, c'est d'être exclusif. Donc évidemment, on aura tous les intervenants, hein, donc on en attend au moins 80 et probablement une centaine, plus tous nos partenaires, plus tous les journalistes, plus le staff. Déjà, rien que ça représenterait facile 250 à 300 personnes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de billets en vente pour justement la plèbe, entre guillemets. Sachant que l'idée, c'est de ne pas avoir trop de monde cette soirée-là. Donc on essaie de caper à 500 personnes, 500 à 550 personnes, ce qui est déjà quand même beaucoup. Euh, donc voilà, c'est pour ça que certains trouvent que les prix sont élevés sur cette soirée-là, mais c'est parfaitement voulu. Malheureusement, l'idée, c'est d'être VIP exclusif, et donc il y a une quantité limitée sur cette première soirée de networking. Donc ensuite, on va rentrer sur une configuration semblable à l'année dernière, hein, donc 2 jours de conférence, sauf que cette fois, la grosse innovation, bah, c'est qu'on aura 4 thèmes par demi-journée. Et ces 4 thèmes seront déclinés sur 2 salles. Donc une salle généraliste et une salle experte, sachant que l'année dernière, on nous avait un petit peu reproché bah, soit d'être trop technique, soit d'être trop accessible. Et cette fois, du coup, selon les thèmes, hein, donc, que je vais citer rapidement, donc finance, régulation, donc le vendredi matin. Ensuite, l'après-midi, vous aurez économie et géopolitique. Le samedi matin, vous allez avoir le thème du minage et de l'énergie. Et enfin, le samedi après-midi, vous aurez tout ce qui est technologie et outils. Donc encore une fois, chacune de ces 4 demi-journées sera déclinée sur deux salles. D'ailleurs, modérées par 4 intervenants que vous connaissez certainement. Donc Raphaël Bloch et Grégory Raymond du nouveau média The Big Whale. Il y aura Charlie Perrault des Échos et Valentin Démé de Cryptost. Et enfin, pour conclure tous ces merveilleux échanges et débats, on aura une soirée de clôture où là, pour le coup, on aura 1500 personnes au casino. Donc pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous avez vu déjà qu'on était 700 et que c'était vraiment blindé. Donc là, pour nous, c'était un énorme défi d'organiser cette soirée avec au moins 1500 personnes. Donc ça va être très cool. Donc forcément, il y aura moins de networking que le jeudi soir parce qu'il y aura beaucoup de monde et qu'on va essayer d'orienter ça plus sur une logique aussi de fête avec certainement de la musique, etc. Donc voilà pour les grandes lignes de cette nouvelle édition. Donc on va annoncer
Le programme définitif, je pense, courant du mois de juin. D'ailleurs, au moment où les prix deviendront des prix standards, sachant que là, on est sur une phase d'early bird qui va durer du coup pendant un mois. Donc ce early bird bénéficie d'une réduction de 21% sur les prix standards. Et parce que Fanny me l'a demandé, mais de toute façon, je pense que probablement tout le monde d'entre vous l'a déjà vu, mais effectivement, pour ceux qui s'étaient préinscrits, on a décidé de faire un code promo spécial euh, pour les super early bird. Et donc, vous avez la chance de bénéficier pendant une semaine, donc jusqu'au dimanche 8 mai, bah, du coup, d'une réduction de 30% sur le prix standard avec le code Super Early Bird. Donc voilà, je vous invite tous à acheter très vite vos places et surtout vos hôtels aussi parce que ça va vite se remplir. Donc voilà, Fanny, je ne sais pas si j'étais trop long ou pas ou si j'ai bien C'était réussi ma parfait. mission. C'était nickel. Pour un premier space, Voilà. bravo. Voilà, et ben Impeccable. écoute, merci. Je sais pas si je peux répondre à des questions s'il y en a, mais en tout cas, je reste évidemment disponible si vous souhaitez que j'intervienne tout au long de ce space. Carrément. Bah, rapidement, on peut prendre effectivement s'il y a des questions que les gens ont maintenant. Et sinon, s'ils ont des questions qui leur viennent plus tard, où est-ce qu'ils peuvent les poser éventuellement? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Là, je te dis, Ouais. je reste là tout le space. Non, mais Donc, c'est sur Twitter, sur Sorting Bitcoin, si ça leur vient quand ils réécoutent Ah, bien sûr, l'enregistrement, bien par sûr. exemple. Bien sûr, bien Super. sûr. N'hésitez surtout pas à nous solliciter pour répondre à toutes vos questions. On est là pour faire le service après-vente, donc nous sommes là avec Just, qui j'espère aura résolu son problème de batterie. Voilà, Génial. Ben, merci beaucoup. Et mais de puis, rien. puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, effectivement. Et on espère vous retrouver nombreux en août à Biarritz pour cette conférence. Super, merci. Ah, tiens, j'ai une demande. On a une demande. On a Guillaume qui a Ah, peut-être une question. Merci à toi en tout allez. cas, hein. Je ne sais pas si Guillaume qui monte. Alors, je vois pas la question, moi, hein. Ouais, ouais, on va voir. Mais peut-être que c'est pas relié, hein. Il est reparti. Bon, on va enchaîner, je pense, Ah, du coup. allez, enchaîne. Génial, merci beaucoup. De rien, Et donc, on va Fanny. À tout enchaîner à avec l'heure. le... À tout à l'heure, merci. Avec le premier sujet, qui est BIP 119. Que j'ai introduit rapidement, sans préciser à quoi ça sert exactement. Donc, je vais essayer de le résumer très rapidement. Je l'avais fait, d'ailleurs, en quelques tweets, sous le tweet d'annonce. Si quelqu'un veut peut-être le partager dans le space, comme ça, on pourra l'avoir sous les yeux. Et en gros, l'idée, c'est de permettre de restreindre les manières dont des bitcoins peuvent être dépensés. Donc aujourd'hui, vous le savez, globalement, la plupart des bitcoins sont dépensables en signant la transaction avec la clé privée qui va bien. C'est la manière traditionnelle de dépenser des bitcoins. Il y a quelques autres contraintes qu'on peut placer sur des bitcoins. Par exemple, on peut les mettre derrière un time lock, donc qui va permettre de bloquer les fonds, donc les rendre indépensables jusqu'à ce qu'un certain moment dans le futur soit atteint, donc une certaine date, par exemple. Des choses comme ça, mais on peut pas non plus faire des trucs très compliqués ou très exotiques. Et ça pourrait, en fait, si on pouvait le faire, avoir plein d'applications. Et donc, BIP 119, qui est aussi appelé CTV pour Check Template Verify, qui est le nom de la mise à jour, permettrait en fait d'ajouter un certain nombre de restrictions assez basiques à celles qui sont aujourd'hui possibles, et ça aurait plein d'applications, notamment pour gérer, enfin, pour permettre de mieux gérer tout ce qui est congestion sur la blockchain, et puis ça pourrait aussi ouvrir la porte à quelques améliorations sur Lightning. Mais le problème aujourd'hui, parce qu'il nous fait en parler aujourd'hui, c'est que donc Jeremy Rubin, qui est la personne qui a passé plusieurs années là, à travailler sur l'amélioration, a essayé récemment là, de pousser un peu pour que ce soit adopté relativement rapidement au travers d'un soft fork, et ce qui forcément a déclenché des réactions plus ou moins violentes un peu des deux côtés. Voilà, si vous avez des trucs à ajouter sur ce résumé, les gars, n'hésitez pas. Et puis sinon, moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos avis sur la question. Notamment Guillaume, je sais que tu as pas mal discuté avec Jérémy, que tu as pas mal analysé la chose. Donc je pense que tu as plein de trucs intéressants à nous dire.
Ouais, bah déjà, super résumé. Et puis, Jonathan, très impatient de voir un peu Surfing Bitcoin. Moi, j'essaierai d'être là. Et puis, j'imagine, enfin, avec tous les messages privés que je reçois me demandant quand est-ce que je peux avoir un autographe de Fanis Michalakis, voilà, je pense qu'il y aura pas mal de monde, donc c'est super. Bah, écoute, par rapport à BIP 119, je pense, enfin, il y a beaucoup de trucs à dire sur la gouvernance, sur le process, etc. Donc peut-être que tu veux orienter la discussion Fafa sur certains trucs précis et qu'on fasse au cas par cas pour que ce soit clair pour tout le monde, parce qu'il y a vraiment, c'est presque un cours d'histoire finalement, les débats de gouvernance, puisque tout est lié par rapport aux précédentes méthodes d'activation, etc. Donc par quoi tu voudrais qu'on commence? Ouais, t'as raison complètement. Mais finalement, moi, je pense qu'un bon moyen de résumer une bonne partie du débat, c'est de dire, enfin, ce que j'ai eu, l'impression que j'ai en tout cas en regardant les discussions, c'est de savoir si, en fait, BIP 119 vaut le coup ou pas. Parce que donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au travers de cette amélioration, on va changer des règles de consensus. Donc, on doit passer par un soft fork. Et dès qu'on fait ça, on s'ouvre à un risque d'avoir des splits de chaînes, donc c'est-à-dire de tomber sur des hard forks parce que tout le monde n'est pas d'accord sur les règles du protocole. Et donc, on peut vraiment avoir, si c'est pas bien géré, une vraie séparation entre deux chaînes séparées, comme ça a été le cas, par exemple, pour BTC et BCH, donc Bitcoin et Bitcoin Cash. Et pour moi, vraiment, en fait, ça, c'est un risque qui est présent donc, sur tous les soft forks. Donc, c'est pas du tout particulier à cette BIP en particulier. Mais la vraie question, c'est de savoir est-ce que CTV apporte suffisamment d'amélioration et suffisamment de nouveaux usages pour justifier de prendre ce risque-là aujourd'hui. Ouais, totalement. Parce qu'en fait, pour les gens qui nous écoutent, vraiment, le terme qui revient à chaque fois, c'est non-controversial soft fork. Donc, cette idée que pour qu'une mise à jour soit activée sur Bitcoin, il faut qu'elle soit pas vraiment controversée. Et dans l'idée, il faudrait qu'elle soit supportée par vraiment une extrême majorité des gens. Donc, quand je dis ça, c'est pas juste 50% des gens, c'est vraiment 90-95% des gens qui supportent ça. C'est ce qui fait que Bitcoin est très difficile à changer et c'est pour ça qu'on veut que ça soit comme ça. Et donc cette idée de non-controversial soft work, elle était revenue par exemple l'année dernière pour Taproot. C'est-à-dire que Taproot, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais globalement, avant même que Taproot soit annoncé, tout le monde attendait Taproot. C'est quelque chose qui était un petit peu un no-brainer pour tout le monde. Il y avait vraiment globalement aucune opposition à Taproot, donc ça faisait sens de l'activer immédiatement. Ça s'est fait par un speedy trial, ça a été la première fois qu'on a utilisé cette méthode d'activation qui nécessitait 95% du hash rate, donc des mineurs, qui signalent en fait qu'ils sont prêts à upgrader Taproot, parce que justement au niveau de la communauté et des développeurs, il y avait ce consensus, cette idée que voilà, c'était pas controversial et donc pas besoin de faire des débats à propos de ça, juste s'assurer que les mineurs sont OK pour se mettre à jour et on passe la mise à jour. Là où Fanny ça a apporté un point de réflexion intéressant, c'est est-ce que ça vaut le coup d'activer CTV et quel risque on prend si on veut l'activer. Le problème avec CTV aujourd'hui, c'est que, et alors évidemment, c'est un avis pas forcément objectif et je vous encourage à faire vos propres recherches, mais c'est a priori une mise à jour qui pourrait être controversée. Et il y a deux raisons pour ça que je vais essayer de résumer assez simplement. Il y a d'une part les personnes qui sont opposées à CTV pour des raisons entre guillemets techniques. Donc, il faut savoir que les covenants en soi, il y a une certaine partie de risque parce qu'on modifie les conditions de dépense du Bitcoin. Donc, dans des cas vraiment très spéciaux, vous pourriez imaginer que le gouvernement vous demande de faire quelque chose de spécial pour récupérer vos bitcoins, etc. C'est pas du tout le cas pour CTV, mais c'est pour vous expliquer un petit peu la crainte derrière les covenants. Donc il y a ceux qui s'y opposent sur une base technique. Aujourd'hui, cela, c'est une minorité, puisque globalement, dans la communauté, il y a un consensus pour dire que CTV est safe, et c'est une manière de faire des covenants qui est assez simple et qui ne va pas du tout vers le cas que je viens de citer précédemment. Donc, il y a d'un côté ces personnes-là, qui sont plutôt minoritaires. D'un autre côté, euh, il y a les personnes qui s'opposent
à activer CTV maintenant parce que il y a d'autres alternatives, d'autres moyens de faire les covenants, donc notamment BIP 118 avec Any Prevout. Il y a même d'autres implémentations qui sont en train d'être faites. Et donc finalement, Jérémy, c'est le premier à les proposer. Et donc, ça, c'est notamment le point de vue des développeurs de Core, donc de Bitcoin Core, qui ont plutôt cet aspect très conservateur de dire, voilà, même si CTV, c'est super bien, on ne s'y oppose pas sur le principe, et ça peut être très bénéfique pour Bitcoin, on aimerait malgré tout prendre notre temps afin d'évaluer un petit peu les alternatives et de prendre une décision plus informée dans le futur. Et finalement, vous avez les gens qui sont, on va dire, pro-CTV, les gens qui sont, voilà, qui sont super hype pour CTV et pour qui finalement ça fait 2 ans qu'ils attendent parce que le BIP il a été merge il y a longtemps et il a été un peu mis de côté quand il y a eu Taproot parce qu'évidemment Taproot ça a pris la priorité et donc ces gens-là entre guillemets ils en ont marre d'attendre et ils voudraient qu'on active les covenants de suite. Il y a un petit peu cette idée que voilà ils aiment pas trop l'idée que Bitcoin ne se mette pas à jour rapidement. Donc, Fanny, tu me coupes si jamais c'est trop long. Mais donc voilà, c'est le résumé un peu de tous les camps qu'il y a. Et donc, vous imaginez bien que ça crée un petit bordel sur Twitter, parce que moi, par exemple, pour vous donner un exemple de la complexité du débat, je suis pro CTV, donc j'aime beaucoup CTV, j'aimerais que ça soit activé sur Bitcoin. Par contre, je suis totalement contre l'idée de l'activer immédiatement, parce que pour moi, il faut vraiment que ça soit non controversial et qu'on laisse le temps à la fois aux utilisateurs, parce que je pense qu'ici, il n'y a personne qui connaît vraiment CTV, donc laisser le temps aux utilisateurs de comprendre ce que c'est pour avoir une décision informée, et laisser le temps aussi aux développeurs et aux mineurs d'évaluer les alternatives. Donc voilà, c'est une situation compliquée, et c'est ce qui crée aujourd'hui le débat sur Twitter. Super clair. Je rebondis du coup sur ce que tu viens de dire justement. Parce qu'en fait, à ce que tu dis là, Jérémy Rubin, donc le dev de CTV, répond qu'en fait, enfin, lui, son argument pour, entre gros guillemets, rusher un peu maintenant et avoir la mise à jour prête, c'est de dire que finalement, c'est pas du tout aux développeurs de choisir la direction que devrait prendre Bitcoin et que eux, leur rôle, c'est de faire en sorte que les améliorations qui sont possibles de mettre en place et qu'il est souhaitable de mettre en place. Donc après, voilà, il y a toute la question de ce que ça veut dire souhaitable. Mais donc, a priori, c'est qu'il y a un certain groupe de personnes qui trouvent que c'est souhaitable. C'est aux développeurs, du coup, de les développer, de faire en sorte qu'elles soient disponibles. Mais ensuite, après, c'est à la communauté de décider si elle veut activer une mise à jour ou pas. Donc, c'est pour ça aussi notamment que c'est important de faire tourner son propre nœud. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est que son effort actuel pour se dépêcher, en gros, pour essayer de mettre en place quelque chose sur un temps voilà, de quelques mois, on va dire, à partir d'aujourd'hui, c'est de dire, si on le fait pas, ça va traîner. Et du coup, en fait, on serait même pas prêt en théorie à activer Stevie et à le rendre disponible si les utilisateurs le voulaient. Alors que là, du coup, ben, comment dire, créons un peu de drama, en gros. Comme ça, on a le truc qui avance, on est prêt à avoir CTV qui est activé, et au final, finalement, dans quelques mois, ça sera aux utilisateurs de trancher. Et donc, ce que tu dis, si je comprends bien, c'est que même par rapport à ça, là, c'est encore trop rapide parce que peut-être que les utilisateurs, en fait, sont pas encore assez informés sur ce que c'est que CTV, quels sont les risques, quels sont les avantages que ça apporte. Est-ce que tu penses aussi, par exemple, que les use cases sont clairs et sont vraiment utiles? Parce que ça, je trouve qu'on lit un peu de tout. Donc, les gens qui sont pro-CTV te disent que ben, c'est très attendu et que ça amène plein de nouveaux use cases qui sont très importants pour eux, alors que les anti ont plutôt tendance à dire que ben, CTV, en fait, ne fait pas assez de choses, ne va pas assez loin, par exemple, et que du coup, ils préfèrent attendre d'avoir un soft fork qui amène des convenants un peu plus euh, fournis avant de commencer à y aller. Totalement. Bah, de toute façon, déjà, en fait, le fait que tu poses la question, en soi, ça donne une réponse. Parce que par exemple, pour Taproot, je pense qu'ici, on savait tous un petit peu ce qu'allait apporter Taproot. Il y avait énormément de communication autour de Taproot. Sur Twitter, globalement, c'était un peu l'effervescence. Tout le monde avait mis son petit carré vert, etc.
et tout le monde avait fait l'effort de comprendre ce que ça allait apporter, les signatures de Schnorr, Taproot, etc. Aujourd'hui, pour CTV, c'est pas le cas. Et ça, je pense que c'est pas biaisé de le dire, c'est qu'aujourd'hui, très peu de gens sont au courant de comment fonctionne CTV et des bénéfices que ça peut apporter. Et en plus de ça, effectivement, il y a un argument valide de dire que même si c'est une mise à jour qui peut être super bénéfique, ça reste quelque chose de globalement marginal euh, vis-à-vis de l'amélioration de Bitcoin. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de la magnitude de Segwit ou de Taproot. Ça reste alors c'est peut-être pas très fair de dire ça, mais c'est des use cases un petit peu de marge, de niche, si on peut dire. Et donc, euh, par rapport à ta première question, c'est voilà, est-ce que c'est vraiment worth d'aller se bagarrer pour CTV, alors que finalement, c'est pas vraiment une mise à jour qui est absolument nécessaire, comme ça avait pu être le cas pour Taproot, qui était vraiment super important. Donc il y a ce débat-là. Et il y a aussi la question que tu as soulevée, et Lounès avait fait une super bonne analyse par rapport à ça, c'est que ce qui rend la situation encore plus compliquée cette fois, par rapport au dernier débat sur l'activation, c'est que cette fois, ça vient d'un développeur, Jérémy Rubin, qui est, on va dire, relativement nouveau, et donc qui ne fait pas partie des développeurs de Bitcoin Core. Donc, pour vous faire une analogie super simple, en gros, les développeurs Bitcoin Core, c'est vraiment, si vous voulez, c'est le conseil des sages quand on pense un petit peu au triumvirat de gouvernance sur Bitcoin, il y a Bitcoin Core qui sont globalement les devs, il y a les mineurs et il y a les utilisateurs qui font tourner leur node. Et il y a toujours cet équilibre de puissance entre les trois où chacun des groupes a un petit peu de pouvoir à sa manière. Et Jérémy Rubin, lui, c'est un développeur qui ne fait pas partie de Core. Et donc, il y a cette idée que pour pousser CTV, sa mise à jour, ah ben, il a du mal. Il a du mal parce que les devs core, bah, eux, ils ont peut-être d'autres priorités. Ils ne voient pas forcément Jérémy comme un des développeurs core finalement. Et donc, ça crée cette situation où il y a de la friction. Et, euh, et comme tu as dit, Fanny, il y a ce risque que la communauté se sépare et qu'il y ait surtout une certaine animosité de la part des supporters de BIP 119 qui ne comprennent pas pourquoi les développeurs de Core finalement n'activent pas CTV et qui pourraient aller faire leur propre version. Donc, ouais, voilà, c'est vraiment un sujet compliqué. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ouais, c'est vrai que Jérémy, sa voix a beaucoup moins de poids que les développeurs core. Et ça, je pense que c'est un gros facteur dans les dramas, enfin, dans les débats qu'il y a eu. Ouais, ouais, mais pas par rapport à ça, je pense que Jérémy il en fait une analyse qui est tout à fait pertinente. Et c'est donc ça, c'était dans son justement son petit article de blog qu'il avait linké dans son mail dans la mailing list. En fait, il dit que effectivement, c'est pas à Core de décider quelles sont les mises à jour qu'on fait. Core, ils sont là pour maintenir l'implémentation qui aujourd'hui est canonique de Bitcoin, donc qui est Bitcoin Core, mais il y en a d'autres qui existent. Et effectivement, c'est pas à eux de décider quelles sont les mises à jour qui arrivent dans Bitcoin. Alors aujourd'hui, dans les faits, effectivement, toutes les mises à jour qui sont arrivées dans Bitcoin de manière et qui sont encore là aujourd'hui sont rentrées par Bitcoin Core. Et donc lui, ce qu'il dit, c'est que finalement, bah, peut-être que dans le futur, le processus sera complètement différent et on aurait en fait une adoption par d'autres implémentations des nouvelles améliorations et que finalement Bitcoin Core pourrait implémenter ces nouveautés plus tard parce qu'ils jugent que finalement c'est intéressant et que ça permet d'avoir un réseau qui est plus uniforme. Parce que effectivement, comme tu en parlais, Guillaume, il y a un peu cette histoire de Bitcoin Core qui verrouille les nouveautés qu'on entend très souvent, qui est très souvent effectivement répétée par certaines personnes. On avait déjà le cas sur BIP 47 qui était poussé par un samouraï et qui avait été rejeté, enfin qui avait été voilà, fait face à beaucoup de rejets dans l'équipe de corps, donc pour des raisons effectivement pour le coup plus ou moins, enfin que moi je trouve plus ou moins pertinentes. Mais voilà, il y a ce côté-là aussi à prendre en compte. Bah, voilà, la dynamique effectivement des corps dev versus les autres implémentations qui peut-être pourraient prendre plus de poids plus tard. C'est ça. Et globalement, moi,
c'est ce qui me fait dire qu'il faut attendre en fait et qu'on n'est pas prêt à prendre cette décision parce que moi, comment je le vois aujourd'hui, parce que moi je suis quelqu'un de très conservateur par rapport aux évolutions de protocole sur Bitcoin, c'est-à-dire que s'il en tenait qu'à moi, vraiment, on changerait quasiment plus rien. C'est l'idée un petit peu d'ossification du protocole et que vraiment, si on veut faire une mise à jour, il faut que ça soit vraiment, comme j'ai dit au début, une volonté vraiment quasiment totale de la communauté. Euh, et finalement, moi j'ai beaucoup de mal avec ce narratif un peu anti-développeur de corps, même si dans l'idée, évidemment que ce soit les utilisateurs qui doivent décider, etc., et que des implémentations, entre guillemets, en compétition avec Core, c'est une bonne chose. Moi, je réfléchis de manière factuelle par rapport à ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que depuis le début de l'histoire de Bitcoin, ça marche avec, entre guillemets, la bénédiction des développeurs Core, qui jusqu'à là, nous ont jamais mené dans une direction qui a été mauvaise. C'est aussi ces mêmes développeurs core qui nous ont protégés, entre guillemets, pendant la Block Size Wars. Il faut pas oublier que pendant la Block Size Wars en 2017, etc., c'était les arguments qui étaient poussés à l'époque déjà aussi contre les développeurs core. Et moi, je suis globalement très méfiant de cette idée de vouloir, entre guillemets, les remplacer. Parce que d'une part, on ne sait pas ce qui se passera quand ils seront plus là, si on peut dire ça comme ça. Et d'autre part, euh, on sait qui on va perdre, mais on ne sait pas du tout qui va les remplacer. Et aujourd'hui, les gens qui poussent pour ce narratif, globalement, moi, c'est des gens qui me plaisent pas trop. C'est des gens qui ont des points ETH dans leur pseudo. C'est des Roger Vert. C'est des gens comme ça. Et donc, il y a aussi des gens qui sont un peu énervés contre Core, à juste titre. Mais il y a aussi cette idée, il ne faut pas oublier quand même que la gouvernance de Bitcoin, c'est super important et qu'il y a peut-être des gens qui sont là dehors et qui essaient de, j'ai pas le verbe français, de undermine un petit peu la position des développeurs core pour essayer de les remplacer et de prendre un peu plus de contrôle par rapport à Bitcoin. Et donc moi je vois ça vraiment, je trouve ça très dangereux. Et c'est pour ça que mon premier réflexe c'est de dire stop, on arrête tout, on se pose, il faut que tout le monde ait ce débat et c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Et go attendre, pas se presser. Bitcoin c'est une histoire de siècles, peut-être de millénaires. Et donc on n'est pas à un an près, quoi. Clairement. Ouais, ouais, je pense que je suis plutôt d'accord avec toi. Random, je t'en prie, tu lèves la main depuis un certain temps déjà. Ouais, bah, je voulais reparler un peu de l'histoire de CTV, etc., par rapport à, par exemple, l'utilité. Par exemple, une fonction soit enfin, pas inutile, mais qui remplit, voilà, peu d'utilité, c'est pas très grave, parce que c'est comme ça, on a toujours différentes briques, entre guillemets, de Lego qu'on empile pour faire notre outil. Après, je suis d'accord, perso, enfin, comment dire, Taproot, ça a vraiment été sorti très tôt, donc je vois pas l'utilité de ressortir directement un fork, alors que, voilà, on peut être posé, enfin, voilà, comme tu l'avais dit, c'est une affaire de siècle, donc on n'a pas à se presser sur quelques jours, quoi, enfin, quelques jours, quelques années. Ouais, après ça, par rapport à ça, effectivement, il y a cet argument qui revient aussi pas mal dans la bouche des anti, qui est, si je le résume, en gros, on a Taproot qui a été activé il y a peu. Toutes les applications qui découlent de l'arrivée de Taproot sur Bitcoin n'ont pas encore été développées. Donc, on peut penser par exemple à Music 2 qui est en train de faire son bonhomme de chemin parce qu'il y a des développeurs qui travaillent dessus, mais qui n'est pas encore là complètement. Tout ce genre de choses. Et là, il y a quelqu'un qui propose de faire un nouveau soft fork alors qu'on n'a pas encore fini de collecter les fruits du soft fork précédent. Mais je pense que c'est une vision. Enfin, là, finalement, c'est une question un peu de product management. Et je pense pas que sur Bitcoin, effectivement, ce soit impossible de travailler sur plusieurs choses en même temps et donc de récolter les fruits de ta fruit tout en commençant à vraiment arroser aujourd'hui l'arbre de CTV, si je file la métaphore. Et donc, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas sûr à 100% d'être d'accord par rapport à cet argument-là, qui est que on vient de faire Taproot et on n'a pas encore fini d'utiliser et d'implémenter tout ce qu'on peut implémenter avec. Bah, En c'est en fait, mode, je sais pas comment expliquer, c'est comme si tu as un moteur avec plusieurs modules. Là, on met le module Taproot, etc. Donc, tu sais, comment dire, voilà, tu sais, faut l'implémenter, etc.
Et en fait, on alourdit Bitcoin avec quelque chose qui, voilà, tu sais, qui n'a pas été développé à l'avance pour que on puisse le pousser. C'est plutôt dans ce sens-là où j'y pensais. Ouais, mais enfin, pour moi, si tu vois, si tu as deux garagistes, tu peux en avoir un qui travaille sur le moteur et l'autre qui est en train de faire le coffre en même temps et ça pose pas de problème. Et je pense pas qu'il y ait vraiment de recouvrement entre Taproot et CTV. C'est suffisamment différent pour que on puisse en fait faire les deux en même temps. Et après, il y a vraiment des questions effectivement qui se posent sur parce qu'on en a déjà parlé régulièrement de ce sujet. Est-ce qu'on a assez de développeurs sur Bitcoin? Mais je pense que il faut plutôt voir ça comme dans l'autre sens, c'est-à-dire que plus on essaye de développer des trucs sur Bitcoin, plus il y a une discussion qui foisonne, plus il y a d'idées et plus il y aura de développeurs qui viennent pour faire ces idées. Alors après, il faut pas que ça devienne le Far West, on est d'accord. Mais enfin, voilà, c'est cet argument purement temporel. Ouais, moi je vois ce que tu veux dire, hein, mais, euh, mais pour moi, on peut faire les deux en même temps pour le coup. Et sur ça, je suis plutôt d'accord. Enfin, dans l'idée, je suis d'accord avec Fanis, mais je pense qu'en fait, pour comprendre le débat de CTV, de BIP 119, Fanis, il faut faire abstraction de Taproot. C'est-à-dire que pour moi, l'idée de développer Taproot, etc., effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est pas vraiment valide. Par contre, ce qui est valide, c'est l'idée de mettre un précédent, de prendre une habitude, en fait, de faire des mises à jour tous les ans. Et c'est ça pour moi qui est le vrai danger aujourd'hui avec l'activation, juste même pas un an après, parce que si je dis pas de bêtises, Taproot c'était en novembre. Euh, la cadence en fait d'activation de nouvelles mises à jour sur Bitcoin, moi c'est ça qui me dérange. Parce que, et je pense qu'on partage tous cet avis, que à terme, il faut que la main chain Bitcoin, elle s'ossifie, donc on arrête un petit peu de faire tout le temps des mises à jour dessus. Et donc, je crains que si on active CTV simplement un an après Taproot, bah que dans un an encore, il y a un autre développeur qui vienne et qui dise ah ben moi aussi j'ai envie d'activer, je sais pas, BIP 118, peu importe, et qu'on fasse encore une mise à jour et encore une mise à jour et qu'on prenne cette habitude qui pour moi n'est pas saine en fait. Ouais, j'entends, mais pour moi, l'ossification, elle viendra donc là d'elle-même. Et je trouve ça plutôt OK. Alors, je sais pas si j'ai jusqu'à dire que je trouve ça sain, mais ça me dérange pas tant que ça qu'on ait aujourd'hui un rythme relativement élevé, par exemple une mise à jour tous les 2 ans, parce que je sais que, enfin, je pense que dans le futur, si effectivement Bitcoin gagne encore en traction, ben, naturellement, ce qui se faisait une fois tous les 2 ans se fera une fois tous les 5 ans, puis une fois tous les 10 ans, puis une fois tous les 20 ans. Et donc, si on le fait pas aujourd'hui, d'avoir un rythme entre guillemets soutenu, clairement, on le fera jamais, quoi. Tu vois, c'est parce que, enfin, ça serait quoi, par exemple, tu vois, un rythme acceptable pour toi aujourd'hui? Bah, tu vois, là, tu viens de mettre le doigt sur pourquoi il faut qu'on attende et pourquoi on ait plus de débats. Parce que je t'avoue, ce que tu viens de dire, pour moi, c'est pas non plus faux. Je suis pas contre ce que tu as dit, c'est-à-dire que la cadence, la bonne cadence, je la connais pas. Et il y a aussi, je suis d'accord avec cette idée que euh, euh, dans le futur, on sait que Bitcoin va être ossifié, et donc il faudra entre guillemets profiter de ce temps maintenant où c'est entre guillemets moins compliqué, moins ossifié de changer Bitcoin maintenant que dans le futur. Donc ouais, c'est une question extrêmement complexe. Je pense que personne n'a la réponse là-dessus. C'est vraiment un débat super technique. Moi, malgré tout, pour clôturer un peu cette idée, c'est que même si j'ai pas la réponse, je sais une chose, c'est que je suis pas prêt à risquer d'avoir tort sur CTV. Ça revient à la première question que tu as posée, c'est est-ce que ça vaut le coup? Et pour moi, aujourd'hui, ça vaut pas le coup de se déchirer autour de CTV alors qu'on pourrait se déchirer sur autre chose de peut-être plus important dans le futur. Et donc c'est pour ça. Donc voilà, c'est une position compliquée. On a tous des positions compliquées parce qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Mais voilà, moi personnellement j'ai énormément parlé avec Jérémy parce que c'est quelqu'un de super. Il y a quelques maximalistes qui essaient de dire que voilà, c'est un ennemi de Bitcoin ou que ce qu'il propose, c'est une attaque sur Bitcoin. Même si moi, je pense que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est risqué. J'ai toujours défendu BIP 119 et Jérémy, je pense que c'est une personne formidable en tant que développeur.
Et donc voilà, il y a vraiment beaucoup de nuances à avoir sur le débat et j'ai pas la réponse, quoi. Ouais, clairement, personne n'application, effectivement. Gilles, si tu veux. Ouais, salut tout le monde. En fait, moi, je voulais surtout dire que, en fait, c'est dans la communauté Bitcoin, il y a vraiment un aspect psychologique qui fait que, par défaut, si tu veux, on est prudent. Et pour moi qui n'ai pas vraiment d'avis encore, j'ai pas vraiment analysé ou même j'ai ni avoir les compétences pour analyser concrètement. Mais pour moi, la seule question, c'est le risque à évaluer. Quels sont les risques d'activation par ce moyen de CTV? Mais les réactions un peu épidermiques qu'on a, ça vient du fait que pas mal de bitcoiners ont peur que voilà qu'on se transforme qu'on se shitcoinise d'une certaine façon en poussant des évolutions rapides sans évaluer les risques. Donc, pour moi, la seule question, c'est pas la fréquence, c'est pas le mode d'activation ou quoi, c'est vraiment le risque technique, s'il y en a. Et moi, franchement, s'il y en a pas, j'ai aucun problème avec CTV, mais c'est juste que j'ai pas encore les éléments à titre personnel pour évaluer ce risque. Donc, il y a vraiment l'aspect psychologique qui fait que dans la communauté, on est plutôt frileux, quoi. Et je pense que c'est bien, mais c'est aussi un inconvénient parce que voilà, quoi. Si on voit Jérémy, il a vraiment envie de bosser sur ce truc et de faire des choses avec. On a vu tous les use cases qu'il a cités. Donc voilà, j'ai pas d'avis encore. Je suis ni pour ni contre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, merci beaucoup. Bah, de toute façon, je pense qu'il y a assez enfin, moi, en tout cas, je pense pas avoir suffisamment de compréhension technique pour pouvoir vraiment. Enfin, je pense qu'on voilà, je suis à peu près au même niveau que toi, au maximum, en tout cas, sur la question de l'aspect technique. Et de ce que j'ai compris, et quand on regarde les réactions des autres gens, finalement, et des gens qui sont un peu plus pointus techniquement, il semble pas vraiment y avoir de véritables risques techniques sur CTV, au sens où finalement ça a été fait pour être vraiment une amélioration, enfin un ajout très incrémental avec assez peu de choses en plus pour justement constituer un premier pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a un risque technique qui vient en fait tout simplement de la psychologie justement dont tu parlais, qui est en fait le risque entre guillemets technique lié à l'activation en elle-même. Et c'est assez intéressant, je trouve, de voir que justement l'aspect psychologique que tu mentionnes débouche sur un risque technique quant à l'activation en elle-même, donc qui est le risque dont on parlait d'avoir un Oui, fork. en fait, que la levée de bouclier soit un risque en elle-même ou que l'activation elle-même soit un risque, en fait, pour le protocole. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, moi, je trouve ça sympa quand même qu'on ait ce genre de débat. Ça manquait parce que ça fait depuis la Block Size War, en fait, qu'on n'a pas eu ce genre de débat. Taproot n'a pas eu vraiment de débat, en fait. Donc, non, c'est bien, ça montre que les gens sont concernés, en fait. Oui, complètement, carrément. Random, je t'en prie. Ouais, je sais plus c'est qui avait dit pourquoi il y a des gens en point ETH qui répondaient à Jérémy Rubin, c'est puisqu'en fait il parle de Ethereum. J'ai vu un post où il disait Ethereum need to scale, donc Ethereum a besoin d'être mis à l'échelle, les frères. Alors, c'est pas vraiment pour ça qu'il y a des points ETH, mais en gros, il y a un petit peu cette. Enfin, j'avais déjà écrit dessus à l'époque sur Stacks, sur Sovereign, etc. Toute cette communauté un peu défi sur Bitcoin, etc., qui sont un mix un peu entre des Bitcoiners et des shitcoiners. Et il y a toute cette communauté un peu qui est du côté, il faut dégager les devs un peu trop conservateurs de corps pour mettre des développeurs un petit peu plus, on va dire, progressistes et qui auraient plus tendance à activer des mises à jour pour que Bitcoin puisse, entre guillemets, être plus compétitif avec la vitesse d'improvement des autres cryptos.
Et moi, c'est cette partie-là de la communauté qui me gêne un peu, du fait qu'elle supporte Jérémy. Et c'est pour ça que j'ai dit ça. Après, bon, ça reste que de la spéculation. Mais voilà, comme l'a dit Gilles, moi, il y a mon radar, il y a mon radar anti-attaque de Bitcoin qui commence à siffler rapidement quand je vois ce genre de personnes. Et je me méfie toujours un petit peu des nouveaux entrants et des personnes qui ont tendance un petit peu à trop critiquer le statu quo sur Bitcoin. Mais ça reste malgré tout une bonne chose, on a besoin de tous les avis. Tu parles de Paul Stork, par exemple, avec ses drive chains là, depuis des années, qui Ouais, fait c'est ça. sourire avec Ben, ses trucs. c'est le cas parfait, c'est-à-dire que ça a été le premier à sauter, à sauter sur les développeurs core parce que ça fait 5 ans qu'il veut activer son BIP 300 et que personne n'a envie de le faire parce que on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a aussi Moonib de Stax. Ah bah oui, oui, lui gros shitcoiner. Voilà, donc il y a les petites fanfares de certaines personnes qui sont un petit peu red flagged, qui supportent TTV. Moi, j'en fais partie des personnes qui supportent TTV, mais ça me gêne aussi de voir ces personnes-là et ça me fait questionner mon support. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie d'attendre. Je pense que à terme, CTV sera activé sur Bitcoin, mais je pense qu'il faut qu'on prenne le temps parce que, effectivement, comme l'a dit Fanis, le risque, c'est de le pousser trop rapidement maintenant. Et comme je l'ai dit, quand on ne respecte pas l'équilibre du triumvirat, où les devs ne veulent pas CTV, les mineurs, on ne sait pas ce qu'ils font pour l'instant parce qu'il n'y a que 16% du réseau qui supporte, entre guillemets, CTV, et les utilisateurs, juste dans ce space, si tu fais monter 10 personnes, tu auras 10 avis différents sur ce qu'il faut faire. Donc c'est un gros bordel, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord. Donc il faudrait quoi, selon toi, pour qu'il y ait les bonnes conditions, plus d'éducation, que tout le monde comprenne plus le sujet, Du que temps, du temps. du Ok. temps, du temps, du temps, il n'y a que ça, hein, de l'éducation, des débats. Il faut qu'on arrive aussi à voir où se positionnent les mineurs, parce qu'aujourd'hui on n'en a aucune idée, où se positionnent vraiment les développeurs, parce qu'aujourd'hui, même si on a quelques knacks sur la proposition, globalement, il n'y a pas beaucoup de transparence à ce niveau-là. Et aussi au niveau utilisateur. Alors, en une semaine, quand même, on a fait énormément de progrès, parce que moi, ça fait quelques temps que je tweete dessus, et ça m'énervait un petit peu que personne n'en parle. Mais là, quand même, ça fait une semaine qu'il y a quelques gros comptes qui ont commencé à en parler. Je vous épine juste au-dessus un article de BitMEX Research qui a fait un très bon résumé de la situation. Et donc, malgré tout, ça fait une semaine qu'on a eu beaucoup de débats, et mine de rien, il y a eu énormément de progrès sur cette semaine. Donc j'imagine bien que sur un an ou deux, on arrivera à trouver une solution ou pas. Et c'est pas grave d'ailleurs, s'il n'y a pas de solution, bon, on n'active pas CTV. Pour moi, c'est pas la fin du monde si ça se fait pas. Donc voilà. Bon. Bonjour tout le monde, je vais peut-être rajouter un petit truc sur CTV. C'est que comme c'est pas une évolution qui est forcément structurante, vitale, urgente, euh, euh, une des approches que proposait à un moment donné Blockstream aussi, c'était de passer les nouveautés, on va dire, sur les layers d'abord, et puis ensuite de voir si ça a un sens et si elles sont confirmées. De voir comment les intégrer éventuellement pour ça où ça fait sens sur la layer 1, quoi. Et je pense que c'est une approche qui n'est pas inintéressante, surtout vu le scope un peu de CTV. Je pense que c'est quand même peut-être plus sur une layer que sur la layer 1 que les cas d'usage finalement trouveraient peut-être le plus de sens. Donc, euh, donc voilà, c'était aussi pour pousser un énième avis différent, mais euh, il y a aussi l'option de tester sur des layers avant de tester sur la layer Après, 1. après, si Blockstream dit ça, c'est un peu intéressé, hein. C'est Ah oui, encore. carrément, mais ça n'empêche pas. Non, 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 Voilà. bien sûr, mais ça n'empêche pas que c'est pas non plus inintéressant de se dire, on n'est peut-être pas forcément obligé de traiter toutes les évolutions comme des évolutions pour la layer 1, quoi.
par rapport à ça, effectivement, enfin, en fait, je suis d'accord au sens où je trouve que ça coûte pas grand-chose de le faire. Et donc, par exemple, si on testait d'abord CTV sur Liquid, ça permettrait de voir un peu ce qui se passe, etc., de vérifier que tout va bien dans un environnement où il y a vraiment des enjeux. Mais enfin, on en revient au fait que j'ai pas l'impression que le problème, le point d'accroche soit vraiment au niveau de la sécurité, du point de vue technique de ce qu'apporte CTV, mais plus du côté qu'est-ce qui se passe s'il y a trop de résistance et que du coup on débouche effectivement sur un split. Euh, et ça, finalement, le fait de le faire d'abord sur des layers, je suis pas persuadé que ça permette fondamentalement de diminuer cette résistance plus que juste attendre et avoir CTV qui arrive en même temps que d'autres choses. Parce que je crois que c'est plutôt ça l'argument des contre, c'est de dire il faut faire des mises à jour un peu plus significatives plutôt que juste CTV. Oui, Ah, ça ouais. résoudra pas le problème politique, quoi. C'est ça que tu es en train de dire. De le faire, on l'avait fait Lightning sur pas Lightning, Segwit sur Litecoin. On pourrait aussi le faire sur Litecoin, si tu vis Alors, en premier. il est déjà en discussion avec, comment il s'appelle, Charlie Lee, c'est ça? Et il y a moyen que ça se fasse dans les mois qui arrivent. Voilà, donc, comme quoi, l'histoire se répète. Ouais, bah, c'est sûr que c'est un changement et que même si a priori il y a peu de risques, un changement c'est quand même un risque. Alors quand il n'y a pas une pression folle à le faire, euh, voilà, d'instinct on se dirait que euh, pourquoi le faire? Et, et dans le pourquoi le faire, évidemment, si on parle juste de ça, c'est difficile de se convaincre que ça vaut le coup. Mais je comprends bien l'idée de regrouper ça avec quelque chose d'un peu plus significatif pour, pour que le changement se justifie peut-être un petit peu plus, quoi. Ouais, ouais, en fait, je trouve ça vachement ironique parce que Jeremy, il avait fait exprès de faire un truc minimal en se disant c'est une première étape. Et comme ça, c'était très clair quels étaient les impacts en termes de sécurité sur Bitcoin. Et en fait, je pense qu'il avait sous-estimé complètement que l'autre grosse difficulté, c'est le truc politique. Et donc, c'est un peu ironique que ça se retourne contre lui alors qu'il a fait exprès que ce soit justement minimal. Loïc? Ouais, salut à tous. C'était juste pour vous dire qu'il y avait déjà un mécanisme de covenant sur Liquid et que c'est justement une des alternatives qui est étudiée pour une alternative à CTV. Donc c'est peu probable qu'ils testent CTV sur Liquid. Enfin, si, c'est probable, mais il y a déjà un mécanisme qui existe et qui fonctionne. Ok, très intéressant, effectivement. Mais ouais, j'ai l'impression qu'ils sont chauds aussi quand même pour avoir CTV. Et puis ça fera du trafic sur Liquid, comme ça. Euh, on va peut-être, on va essayer, parce que là je vois que ça fait 1 heure déjà, on va essayer de glisser tranquillement vers notre deuxième sujet qui est l'adoption de Bitcoin en Centrafrique. Donc je fais une transition en étalant un peu. N'hésitez pas pendant la transition, si vous avez des remarques ou des questions qui vous viennent sur le sujet précédent, à les faire maintenant. Et donc si personne nous prend la parole, on va glisser vers la Centrafrique tranquillement. Et donc, ce sujet sur la Centrafrique, donc pour rappeler très rapidement ce que j'ai dit en introduction, et puis ensuite, je pense que je passerai la parole à Gloire, qui en parlera beaucoup mieux que moi. En gros, l'histoire, c'est que les députés en Centrafrique ont validé une loi, et ensuite, elle a été aussi ratifiée par le président. Donc, qui est un peu étrange, parce que il y a des trucs qui sont pas très bien définis, mais en gros, ce que dit la loi, notamment dans son article 10, c'est que les crypto-monnaies doivent être acceptées comme moyen de paiement au même titre que les autres moyens de paiement déjà acceptés. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait une monnaie en cours légale. Et donc, les conditions qui vont avec ça, c'est que d'un côté, un commerçant qui refuserait sans motif légitime ben, pourrait avoir, donc je crois que ça va jusqu'à de la prison et de lourdes amendes. Et l'autre engagement en parallèle qui est tenu par le gouvernement, c'est de dire euh, par contre, en contrepartie, on va assurer la convertibilité des crypto-monnaies vers le franc CFA.
Et donc la question effectivement qui est sur toutes les lèvres à ce moment-là, c'est qu'est-ce que ça veut dire une crypto-monnaie? Et donc est-ce que la RCA s'engage à garantir la convertibilité du Shiba vers le franc CFA à ses frais éventuellement, voilà, qui est pas clair du tout. Alors que dans la lettre que la présidence a publiée donc pour annoncer l'adoption de la loi, il est fait mention par rapport à tout ce qui est cours légal uniquement de Bitcoin. Et donc il y a une espèce, pour moi, ce que j'interprète comme étant une contradiction entre la loi votée et l'annonce de la présidence. Et ensuite, il y a aussi, j'en parlais, cette ombre supplémentaire qui est apportée par la présence autour de ce projet de loi de quelqu'un qui est assez connu pour des arnaques par le passé. Mais ça aussi, Gloire a beaucoup mieux suivi que moi ce sujet-là, puisqu'il alerte depuis déjà un certain temps par rapport à ça. Gloire, je te passe la parole. Alors, merci Fanis. Et ben, comme tu l'as bien dit, c'est le 21 avril dernier que que le Parlement centrafricain a voté une loi qui reconnaît les crypto-monnaies en tant que monnaie légale, au même titre que le franc CFA. Et si on ne prend en compte que le Bitcoin, on peut déjà affirmer que c'est le deuxième pays au monde après le Salvador à accepter le Bitcoin comme une monnaie légale. Mais tous, je crois qu'on le sait déjà, c'est que c'est pas, la loi n'est pas si claire que ça parce que si on prend en compte ce qui est écrit, on pourrait dire que qu'en Centrafrique, maintenant, il y a plus de 15 000 monnaies légales avec tous les shitcoins qui ont été créés, c'est bien ça. Alors, c'est que dit la loi, pratiquement, c'est que les commerces, comme tu l'as également souligné, sont obligés d'accepter les paiements en crypto-monnaie. C'est pas Bitcoin qui est mentionné, mais c'est toutes les crypto-monnaies. Donc là, on peut s'imaginer qu'un centrafricain peut débarquer maintenant dans un commerce, proposer de payer en moula coin et dans la loi prévoit que le commerçant, le propriétaire du commerce, est obligé d'accepter cette crypto-monnaie. C'est qu'on peut même payer en scam si on le veut. Du moins, c'est ce qui est dit théoriquement. Et la loi prévoit également une punition entre 10 et 20 ans de prison et des amendes qui peuvent aller entre 100 000 francs CFA, c'est l'équivalent de 60 dollars si je ne me trompe pas, jusqu'à 1 million de francs CFA. Ça doit être maintenant autour de 1600 dollars. Et ces punitions sont prévues pour ceux qui violent, ceux qui n'acceptent pas de prendre en compte ce que dit la loi. Et évidemment, on peut mettre les commerces qui n'acceptent pas les paiements en crypto-monnaie dans ce lot-là. Mais quand même, c'est pas si compliqué que ça. Le même texte de loi prévoit que les gens qui n'ont pas assez de moyens techniques ne sont pas concernés par les sanctions qui sont prévues par la loi. Ça, c'est l'article 21, je crois, qui le dit. Donc, c'est un peu similaire à ce qui s'est passé au Salvador, où la loi prévoyait que tout le monde est obligé d'accepter le Bitcoin, mais dans les faits, les autorités ont facilement reconnu que tout le monde n'a pas ces moyens techniques-là. Donc là aussi, c'est pas très important qu'on s'emballe là-dessus. Mais moi, ce qui est clair, c'est que toutes les crypto-monnaies sont en théorie acceptées comme moyen de paiement légal. C'est ce qui est bien problématique. Il y a aussi une disposition dans la loi sur le mining qui est officiellement acceptée dans le pays. Là aussi, pas beaucoup de choses intéressantes à dire. C'est le mining de toutes les crypto-monnaies qui est accepté. Et les mineurs sont tenus à déclarer leurs revenus en monnaie légale. Là aussi, c'est un peu trop flou parce que monnaie légale, dans le cas de ce texte, signifie toutes les crypto-monnaies qui existent. Euh, alors, c'est bien clair que cette loi n'est pas trop claire, qu'il y a beaucoup d'erreurs dans le texte, comme je pense que tous ceux qui ont pris le temps de le lire ont pu le constater très facilement. Il y a beaucoup d'erreurs de définition. On comprend bien que ceux qui l'ont rédigé n'ont peut-être pas assez de connaissances du sujet, quoi. Alors, moi, je trouve personnellement qu'il y a des opportunités
il y a quelques opportunités avec le vote de cette loi. C'est que, premièrement, c'est une décision qui est historique, surtout pour un pays de la zone CFA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le passé, euh, tous les chefs d'État qui ont essayé d'abandonner les francs CFA se sont retrouvés soit assassinés. Là, on peut passer notamment au Togo, je ne sais plus si c'est pendant quelle année, mais aussi à la Guinée où il y avait une tentative d'abandonner le franc CFA. Et immédiatement, on a vu, il y a eu les services secrets français qui ont balancé beaucoup de monnaie dans le pays pour le faire effondrer. Donc, en adoptant le Bitcoin, je ne vois pas comment tous ceux qui s'opposent à l'abandon du franc CFA pourraient combattre le Bitcoin, comme c'est un protocole mondial qui est très difficile à attaquer. Et surtout, le plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas une tête sur laquelle frapper directement. Euh, alors ça, c'est une excellente opportunité d'émancipation, premièrement. Mais aussi, la deuxième opportunité, c'est pour les bitcoiners centrafricains. On peut décider de se foutre de tout ce que fait l'État, mais pour les bitcoiners qui sont dans le pays, je crois que c'est une opportunité d'opérer en toute légalité, sans se faire taper sur la tête, et d'avoir surtout des moyens de convertir la monnaie locale en bitcoin très facilement, parce que c'est encore un problème dans beaucoup de pays africains, notamment la République centrafricaine. Mais aussi, il y a une autre opportunité qui concerne les transferts de fonds. On peut s'imaginer que la diaspora centrafricaine pourrait commencer à envoyer de l'argent au pays sans payer beaucoup de frais. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un pays où la majorité de la population, ça doit faire même plus de 80%, n'ont pas de compte en banque. Et pour que la diaspora de ce pays-là envoie de l'argent à leurs familles qui sont restées, ils sont obligés, comme Western Union. Alors que tout le monde sait que Western Union, ça prend 15% de frais. Ça peut varier selon le pays, évidemment. Alors, comme on l'a vu au Salvador, une opportunité pour le pays d'attirer beaucoup plus d'entreprises qui travaillent sur Bitcoin. Parce que j'imagine qu'en Afrique, avec beaucoup de pays qui sont très hostiles au Bitcoin, il doit y avoir des entreprises qui ont besoin de s'installer dans un pays où les autorités sont plutôt friendly avec le sujet. Alors, dans la loi a aussi parlé du mining et j'ai vu quelque part que le pays n'avait qu'une capacité en production d'énergie de 30 mégawatts. Donc c'est insignifiant. Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, mais je pense facilement que même 10% de la population n'a pas vraiment accès à l'électricité de manière qualitative. Donc le mining, quand on voit tout ce que fait Sébastien Gouspillou, on peut s'imaginer que le mining peut apporter du financement à des producteurs d'énergie au niveau local, s'il y en a suffisamment. Alors, euh, comme on l'a vu au Salvador, qui devrait déjà lancer une levée de fonds via les bons qui sont backés par le Bitcoin, on peut s'imaginer aussi que la Centrafrique pourrait avoir cette possibilité-là dans les années à venir. Et c'est très important d'avoir actuellement une alternative pour lever la dette sans passer par les institutions internationales qui n'ont pas forcément des intérêts alignés avec ceux des populations. Donc ça, c'est aussi une opportunité. Alors, il y a aussi un point très intéressant, c'est que la Centrafrique, c'est un pays qui est très proche de la Russie, qui est son partenaire, qui est parmi ses premiers partenaires au niveau international. On peut facilement, moi personnellement, je pense que c'est aussi pourquoi une telle loi
a été voté aussi rapidement. Je pense que le pays a besoin de communiquer financièrement beaucoup plus facilement avec son allié russe. Ça, je pense que c'est une réalité parce que euh, il y a quelque chose qui m'a piqué quand même, c'est que la Centrafrique n'est pas un pays où beaucoup de choses se passent. Euh, En termes de crypto-monnaie, c'est un pays qui n'était pas... personnellement, je n'avais jamais entendu parler de ce pays-là en ce qui concerne tout ce qu'il y a comme crypto ou blockchain et tous les blabla qui s'ensuit. Donc, on peut facilement s'interroger sur pourquoi vraiment le pays adopte Bitcoin et l'ensemble des cryptos aussi rapidement que ça. Alors, il y a de craintes, comme Fanis l'a souligné. Au début, c'est que, premièrement, la loi peut être difficile à appliquer dans un pays sans électricité ni accès à Internet. Ça doit être entre 10 et 15% de la population qui ont juste un simple accès à Internet. Mais aussi, ma deuxième crainte, c'est que le pays pourrait facilement devenir le berceau de l'arnaque. Euh, Cela simplement parce qu'il y a, comme on l'a annoncé depuis le début, qu'il y aurait un certain monsieur Émile Parfait-Simple qui a beaucoup participé à l'élaboration de cette loi, notamment à cause de sa proximité avec le président de l'Assemblée nationale. On a même appris que le monsieur en question a participé à une levée de fonds pour l'Assemblée nationale. Et la levée de fonds, c'était pour financer la construction d'un bâtiment en tant qu'annexe à l'Assemblée nationale. Alors, le Simba en question, il y a beaucoup d'informations sur lui sur la toile. En ouvrant simplement Wikipédia, on peut se rendre compte qu'il est traqué dans beaucoup de pays de la zone CFA pour ses activités frauduleuses et il a créé deux crypto-monnaies qui se sont déjà effondrées. Et à part les deux crypto-monnaies, il a été au début à la tête d'une grosse pyramide de Ponzi qui a fait beaucoup de victimes dans les pays africains. Donc c'est ça, en bref, mon regard sur la loi en Centrafrique. Si je peux résumer, peu importe le flou qu'il y a dans le texte, peu importe la présence d'un arnaqueur dans le pays, je pense que euh, c'est intéressant quand même la décision qui a été prise par la République centrafricaine. Donc facilement, si par exemple les bitcoiners qui sont plus ou moins légitimes arrivent à accompagner le pays, il est possible que tout s'arrange et que l'adoption du bitcoin dans le pays soit plus ou moins saine. Mais si les choses continuent dans l'allure que je vois maintenant, j'ai la crainte que ce ne soit juste qu'un échec que nous allons voir dans quelques mois. En bref, c'est ça. Génial, merci beaucoup pour ton résumé. C'était vraiment super cool d'avoir ces infos de ta part. Et justement, moi, par rapport à ce que tu dis, en fait, et ce que j'avais pu voir ailleurs, j'ai l'impression que c'est pas du tout que l'adoption de Bitcoin, le but, c'est pas du tout de dire, enfin, en tout cas, dans un premier temps, c'est parce que la population veut utiliser Bitcoin et que c'est mieux, qu'on trouve ça intéressant, puisque tu l'as mentionné, il y a, enfin, l'adoption d'Internet ou l'accès à Internet plutôt, on va dire, est assez limité de ce que j'ai pu comprendre. Mais finalement, est-ce que c'est pas plutôt euh, quelque chose qui va servir au gouvernement pour faire levier par rapport notamment au franc CFA? Et donc, cette loi permet vraiment de matérialiser le levier et de dire bah, à la France, écoutez, maintenant, vous arrêtez avec votre machin colonial parce que bah, nous, sinon, maintenant, on a des moyens de opt-out et de sortir de là? Ou est-ce que finalement, c'est pas aussi peut-être un pas vers un CBDC centrafricain? Alors, le problème d'un CBDC centrafricain, c'est que si la population peut pas facilement l'utiliser, finalement, ça perd un peu de son intérêt. Mais moi, je pense que c'est plus une loi. Enfin, le gouvernement doit avoir une utilité plutôt pour lui que pour la population, en tout cas dans un premier temps, je pense.
Bon, personnellement, je pense que c'est un pas dans la bonne direction, surtout dans le cadre de l'abandon du franc CFA, parce qu'on voit en Afrique beaucoup de mouvements qui appellent à une monnaie commune. On voit actuellement des pays de la zone CFA qui veulent créer une autre monnaie qu'on appelle l'ECO. Alors, ce qui se passe en Centrafrique pourrait, euh, je crois que ça peut pousser d'autres pays à se renseigner sur le Bitcoin, à comprendre que Bitcoin peut être utilisé comme monnaie commune, comme c'est une monnaie qui n'est pas contrôlée par ni aucun État, ni aucune entreprise privée. Moi, je pense que c'est très positif, même si, d'une part, le gouvernement peut utiliser Bitcoin pour lui, le fait de l'adopter comme monnaie légale pourrait pousser la population à s'interroger sur la question, ce qui serait déjà quelque chose de positif dans le début de l'adoption du Bitcoin, même par une petite partie de la population. Il y a pas mal de choses à dire hein, sur la France-Afrique, mais j'aimerais souligner un point, c'est la différence entre la qualité du texte de loi, qui est médiocre, hein, pour être gentil, et le communiqué de presse du président, et aussi les tweets du président derrière, qui sont à l'opposé beaucoup plus, on va dire, positifs. D'ailleurs, il cite beaucoup plus Bitcoin que le texte en lui-même. Et en fait, quand on voit la loi, what could go wrong, quoi. C'est vraiment, ça part mal. Mais effectivement, comme disait Gloire, hein, on peut aussi voir le côté positif des choses. Et je sais qu'il y a déjà pas mal d'initiatives qui se mettent en branle un peu pour essayer de bien conseiller ce pays-là. Il vaudrait mieux qu'il soit bien conseillé. Après, effectivement, il y a une situation, donc je crois que c'est 1% de la population qui a un compte en banque. Donc c'est encore pire que le Salvador. Et il n'y a pas une couverture Internet, même mobile, terrible. Donc il n'y a peut-être pas forcément le terrain le plus favorable pour développer Bitcoin dans ce pays. Et aussi un autre point qui est important, c'est que en gros, ils n'ont pas parlé d'abandonner le franc CFA. Je pense qu'ils sont assez prudents là-dessus. En termes politiques, ça serait l'effet d'une bombe hein, de dire ça. Donc voilà, il y a plein de points sur ce qui se passe en Centrafrique en ce moment. Et c'est super intéressant de voir comment ça va se goupiller. Mais bon, voilà, je sais qu'il y a déjà pas mal de bitcoiners sur le coup pour aider ce pays-là à make it, comme on dit dans la crypto. Carrément, c'était d'ailleurs assez cool de voir. Il a fait un appel très concrètement aux bonnes volontés. Et j'ai l'impression qu'effectivement, je pense à ça que tu fais référence, il y a eu pas mal de réponses. Ouais. Gloire, je sais pas si tu as des trucs à ajouter, sinon random, vu que tu lèves la main depuis un certain temps, je t'en prie, n'hésite pas à prendre la parole. On Ouais, apprécie sinon la politesse on de avait une... Random, hein, comme d'hab. Alors, comme il ne parle pas, je voulais rajouter un petit truc Allez, en réaction à l'intervention de Gilles sur le franc CFA. C'est que c'est vrai qu'à ce moment, on ne peut pas s'emballer et dire qu'ils sont sur le point de l'abandonner, et ça ne va pas absolument dans ce sens-là. Mais moi, ce que je vois de positif, c'est que dans un pays, hein, c'est le premier pays de la zone CFA, qui va avoir une monnaie parallèle qui est acceptée légalement. Et ça, c'est positif pour moi. Oui, c'est positif, hein. C'est comme le Salvador qui garde l'USD à côté et qui a le Bitcoin, ça a quand même fait des remous, on l'a bien vu, Ah, hein. mon micro avait Exactement ça. bugué, j'avoue. Ouais, est-ce qu'on m'entend du coup? Ouais, 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 on t'entend, nickel. ça y est. Ouais, Allô? du coup, je voulais te demander, Gloire, comment ça marche du coup quand tu dépenses, tu sais, dans, comment dire, un commerce, etc. Comment marche la convertibilité si
ils ont leurs propres fonds, s'ils utilisent un exchange, etc. Comment marche aussi la compliance? Enfin, il y a des questions aussi autour je trouve, qui sont assez floues, quoi. Alors, ouais, jusqu'à présent, tout est flou dans la loi. C'est que le gouvernement, c'est porte-garant pour assurer la convertibilité du Bitcoin en monnaie locale et vice-versa. Et je crois que pour cela, ils ont annoncé vouloir créer un trust qui va s'en occuper. Mais rien n'est encore en place pour le moment. On a juste le papier et son approbation par l'Assemblée et le président de la République. Mais après, tout ce qui va se passer, je crois on va le voir pratiquement avec le temps. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays où, même au Congo, hein, ce n'est pas seulement en Centrafrique, où plus de 80-90% des transactions dans les commerces se font en cash. Il y a même pas de transactions numériques et envisager qu'une telle qu'une monnaie comme le Bitcoin soit acceptée un peu partout dans les commerces. C'est pas, il faut dire que c'est pas aujourd'hui que ça va arriver, quoi. Mais ça pourrait juste se faire par des volontaires qui sont chauds avec cette idée. Et après, on va voir comment les choses évoluent, mais je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de volume de paiements dans les commerces. En tout cas, pour le moment. Ouais. Après, pour moi, ce serait vraiment un cas idéal de réussir à faire la transition cash vers Bitcoin en essayant d'éviter le trou noir banque et tout ça qui est aujourd'hui gangrène pour moi en Occident, quoi. Mais c'est clair que c'est pas facile comme transition. Vince, que tu lèves la main, je crois, depuis un certain temps aussi. Et ensuite ça sera l'Afrique par le Bitcoin, je pense. Ouais, salut tout le monde. Ouais, moi j'avais aussi là des remarques et puis peut-être des questions pour Gore, peut-être pour expliquer parce que j'avais lu le document mais j'arrive pas à le retrouver là, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses là qui paraissaient pas trop claires. Puis surtout au niveau des taxes, là, c'était mentionné plusieurs fois là que clairement les mineurs devaient payer des taxes dessus, les traders aussi, puis il y avait que c'était soumis à l'impôt là. Donc ça, c'était pour demander en fait, est-ce que tu avais une idée comment ça allait fonctionner parce que ça fait pas vraiment de sens de dire que c'est legal tender si jamais tu dois payer du gain en capital ou quelque chose comme ça là. Et puis aussi, il y avait une histoire d'agence là qui allait être créée là. Puis je pense que les amendes c'était lié à ça là que ma compréhension là un peu là, de ce que j'avais lu là, c'est que tous les agents ou en tout cas les gros joueurs allaient s'inscrire à cette agence et puis c'était pas très clair là, c'était quoi le rôle de l'agence, mais probablement c'est de contrôler les échanges là. Donc c'était un peu pour savoir à quel point ça allait être du vrai legal tender ou si c'était juste dire au final, comme dans tous les pays là, les cryptos sont acceptés, mais quand tu vas payer en crypto, tu vas être soumis là, à plus de contrôle que tu avais avant et tu vas devoir payer des taxes là, sur les gains éventuels que tu réalises. Alors, concernant les taxes, je crois que c'est l'article, je ne sais plus, mais ça doit être l'article 8 qui prévoit que les gains en crypto devraient être déclarés conformément au code fiscal en vigueur localement. Je n'ai pas connaissance de ce que ces codes regorgent, mais je crois qu'on va pouvoir le découvrir avec la pratique, quoi. Et pour les mineurs, c'est pareil. Mais apparemment, ce qui semble plus légitime pour moi, c'est au niveau de l'article 13, où il prévoit créer une agence nationale de régulation des transactions électroniques. Je pense que tout ce qu'il y a comme flou pourrait être réglé avec la création de cette agence-là qui va établir les règles claires, parce qu'il est clair qu'en se basant rien que sur ces textes de loi, il y a beaucoup de flou. Et je pense que même c'est à ce niveau-là qu'il faut accompagner le gouvernement centrafricain pour qu'ils adoptent finalement des règles pratiques qui soient meilleures pour l'écosystème, quoi. Mais pour l'instant, personne n'en sait rien. C'est juste un texte qui dit un peu tout sans beaucoup révéler jusque-là. Et je crois qu'avec le temps, on aura à découvrir certains détails pratiques, notamment en ce qui concerne la fiscalité et tout le reste. Ok, et on avait Oussama aussi qui voulait intervenir depuis un petit moment. Tu veux prendre la parole?
faut sûrement te démute en bas à gauche. Et sinon, de l'Afrique du Bitcoin. Parle Bitcoin, pardon. Ok, salut à tous. C'est cool de me donner la parole. Alors moi, je voulais juste relever un point sur la loi la loi crypto en République centrafricaine. En fait, la loi prévoit en fait engage plus ou moins la banque centrale à assurer la convertibilité des cryptos en francs CFA, ce qui est plutôt étrange parce que la, la banque centrale, elle n'est pas du ressort de la République centrafricaine. Parce que je le rappelle, la République centrafricaine fait partie de la zone CFA. Donc, on a une banque centrale des États de l'Afrique centrale, donc qui regroupe en fait un peu moins d'une dizaine de pays de la zone qui régit en fait plus ou moins en fait la politique monétaire de cette zone. Et donc, la loi engage plus ou moins cette banque centrale. Et chose intéressante, il y a une réaction de la banque, la BCAC, comme ça s'appelle. Il y a une réaction, je pense, hier ou avant-hier. Donc, comme réaction, ce qu'ils ont fait, c'est de mettre en place un groupe de travail là, qui devrait plancher sur les conséquences de la loi et ce que ça implique pour tous les autres États de l'Union. Et puis, normalement, ils devraient rendre leur rapport, le rapport de leurs travaux, je pense c'est lundi, le 2 mai, le 2 ou le 4 mai. Donc, on reste à l'écoute. Ce sera là le prochain rebondissement, à mon sens, sur les conséquences de cette loi-là pour les autres pays, finalement, de la zone CFA. C'était juste ça que je voulais faire remarquer. Ça reste à suivre. Ah, clairement, Évidemment, c'est super ça, intéressant. c'est un point très important. Comme l'RCA fait partie de la zone CFA et ils n'ont pas une banque centrale qui est sur leur sol, quoi. C'est une banque centrale qui régit l'économie de plusieurs pays à la fois. Et moi, personnellement, je ne pense pas qu'ils soient d'accord avec cette idée. Moi, je m'attends plutôt à un communiqué qui va aller dans le sens de tout ce que nous a toujours pondu les FMI et toutes ces institutions, notamment concernant le Salvador. Mais dire que c'est une banque qui va assurer la convertibilité de crypto en monnaie locale et vice-versa, ça, moi, je ne le crois pas une seule seconde. Je crois que ça ne va pas arriver. Pour l'instant, en tout cas. Bah moi, j'ai trouvé ça super intriguant, hein, le fait d'avoir une autoconvertibilité. Enfin, c'est pas facile à mettre en place, quoi. C'est un rail assez solide, quoi. Ouais, c'est surtout que dans le texte de la loi, ouais, c'est bien marqué toutes les crypto-monnaies. Et toutes les crypto-monnaies, enfin, faut rappeler qu'il y en a quand même 15 000, je crois, à l'heure actuelle. Et je pense que ça montre aussi une incompréhension pour des gens qui ont été électrifiés. Parce que toutes Ce les qui est crypto-monnaies, plus clair, c'est pas réalisable. ce qui est plus ou Et moins puis, clair, c'est que si les pays si je ne peux sont pas rajouter préparés à ça. autre chose. C'est que la loi a été élaborée, je ne sais pas de quelle manière, vraiment sans beaucoup de réflexion. C'est pourquoi j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Et donc, c'est ce qu'on a. On n'empêche que c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et il y a pas. On est obligé de faire avec et de voir comment ça va aller. Et de soutenir à notre niveau si on en a l'opportunité. Si je peux rajouter une dernière chose, hein. Enfin, moi, c'est très intéressant finalement euh, les conséquences de cette loi-là, notamment, ça va forcer les autorités monétaires de la zone CFA à réagir vis-à-vis des cryptos. Parce que jusque-là, ils faisaient la sourde oreille. Donc je sais qu'il y a pas mal d'initiatives dans la zone, notamment dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, pour pousser une sorte de régulation autour des cryptos. Mais les banques centrales, notamment la BCAO, qui est l'autre banque centrale de la zone CFA, donc dans la zone CFA, tu as les pays de l'Afrique de l'Ouest et tu as les pays de l'Afrique du Centre, avec deux banques centrales distinctes pour la même zone monétaire. Mais jusque-là, on n'avait aucune position officielle de ces institutions vis-à-vis des cryptos. Ça a fait plus ou moins planer
pas mal de doutes sur l'écosystème et ça freine pas mal d'investissements dans le domaine, ça freine énormément d'initiatives. Et puis de faire que finalement, enfin, cette loi-là force la main à ces institutions qui n'ont pas l'habitude d'être bousculées à ce point sur des questions de ce type-là. Ce sera vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'elles vont réagir et surtout quelle position elles vont adopter. Même si, comme enfin, je suis de l'avis de Gloire, il n'y a pas beaucoup de surprises à dire qu'ils n'iront certainement pas dans le sens de cette loi-là. Mais au moins, avoir une réaction, ça pourra peut-être entamer un début de mouvement où que les choses évolueront dans un sens ou dans l'autre. En fait. Comme ça, on saura un peu sur quelle base jouer, en fait. Ah bah, si je peux dire tout de suite, je suis content parce que je me dis d'un côté, si ça peut vraiment passer, en fait, c'est être un énorme tacle au colonialisme français qui est toujours en place et qui est vraiment honteux. Donc, enfin, si ça passe, franchement, je serais content parce que, enfin voilà, genre on l'a dit, genre les personnes qui ont essayé de sortir de ce truc, ils sont assassinés, etc. Et là, c'est vraiment l'union fait la force. Et enfin, je sais pas comment expliquer, mais enfin voilà, genre c'est vraiment ça donne de l'énergie quoi. Ouais, et on a Light qui voulait intervenir aussi. Bonjour tout le monde. Merci encore, Gloire, pour ce débrief. Je suis ton débrief que tu fais sur la situation de la Centrafrique depuis une semaine. Et je voulais un peu revenir sur cette question de comment savoir si l'information est correcte ou pas sur Twitter. Et quand je vois le compte du président centrafricain, je me posais la question, est-ce que finalement on sait si c'est vraiment son compte officiel? Concernant le compte, personnellement, j'en sais rien du tout, mais j'ai eu un certain nombre d'interlocuteurs qui ont affirmé que c'est un compte officiel du président. Ouais, Notamment, c'était vérifié, je crois, hein, ça a été vérifié. ouais. C'est Alex Lachine qui disait que c'était vérifié. Ouais, merci. Ouais, effectivement, c'est parce que j'ai vu les commentaires d'Alex Glastin qui mettaient ça un peu en doute et je me posais un peu des questions. Je me suis dit, bon, c'est vrai que souvent sur Twitter, il y a tout un processus pour certifier le compte et finalement, si l'équipe politique du président n'a jamais eu l'intérêt de passer sur Twitter et vu que généralement les Africains francophones ont plutôt tendance à être sur Facebook, il n'y avait peut-être pas l'intérêt de faire cela auparavant. Non, mais c'est comme le communiqué de presse, hein. Pour moi, quand je l'ai vu, il avait l'air trop beau pour être vrai. Donc j'ai mis beaucoup de temps à être sûr qu'il soit vrai parce qu'il était vraiment bien rédigé, pour le coup. On aurait dit qu'il avait été rédigé par un bitcoiner maximaliste qui veut faire une blague, comme on en a un peu dans la communauté, n'est-ce pas? Ils se reconnaîtront. Mais non, en fait, apparemment, il est véridique, le communiqué de presse. Et on a Med aussi. Vas-y. Oui, bonjour à tous. Moi, c'était plus une question. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette prise de position par le gouvernement centrafricain et surtout, qu'est-ce que pourra apporter les crypto-monnaies à l'économie centrafricaine? Alors, personnellement, j'ai mentionné quelques opportunités. C'est que, s'il faut le rappeler, moi, je pense que cette décision pourrait amener quelques entreprises Bitcoin à, à s'installer dans le pays. En tout cas, les entreprises qui veulent se développer sur le marché africain, mais aussi la diaspora a l'opportunité de transférer l'argent à moindre coût si la convertibilité en monnaie locale est vraiment assurée pratiquement. Et il y a aussi le mining qui pourrait aider le pays à développer ce potentiel énergétique. Comme je l'ai dit, le pays ne produit actuellement que 30 mégawatts, selon ce que j'ai lu dans un article, je ne sais plus où je l'ai sorti. Oui, c'est Et, à peu près ça. et après, le pays lui-même pourrait facilement lever la dette sans passer par les institutions internationales, comme essaie de le faire le Salvador. C'est vrai qu'il faut
qu'il faut voir si l'opération de Bitcoin Bonds du Salvador va réussir. Là, ça commence à tarder. Il y a des gens qui commencent à douter, mais ça reste à voir avec patience. C'est que il y a d'énormes opportunités aussi pour les bitcoiners locaux qui pourraient commencer à exercer sans se faire beaucoup de soucis, notamment en termes d'accès au bitcoin, d'achat du bitcoin, comme je l'ai rappelé, dans beaucoup de pays africains, juste acheter du bitcoin, c'est un problème. Moi, personnellement, il y a 2 ans, que je faisais une centaine de kilomètres pour juste aller acheter quelques centaines de dollars en Bitcoin. Si le pays offre cette possibilité de convertir facilement la monnaie locale en Bitcoin, les populations pourraient prendre cette opportunité-là sans forcément se soucier de ce que fait le gouvernement derrière. Donc, il y a beaucoup d'opportunités comme ça, que ce soit pour le gouvernement, notamment avec dans la communication financière avec son allié russe. Et il y en a aussi pour la population. Et déjà, tous, je pense que nous savons à quoi Bitcoin nous sert. Moi, je suis au Congo maintenant et le Bitcoin n'est pas accepté comme monnaie légale, mais je passe toujours mon temps à clamer haut et fort son utilité. Cela peut encore être beaucoup plus facile dans un pays qui l'accepte officiellement et parce que cela faciliterait juste les gens qui sont impliqués là-dedans d'opérer beaucoup plus facilement. Je ne sais pas si j'ai bien résumé, mais j'avais déjà répété tout ça au début. Ouais, Oui, pour le mining, c'est clair. Enfin, ça peut pousser notamment des gens à faire des centrales qui pourront être financées dès le départ. Donc ça, c'est un gros sujet. Et voilà, en fait, globalement, les opportunités elles sont énormes. Et quand on parle justement de ce qui s'est passé au Salvador, il y a une remarque qu'avait faite Romain Roufaël de Hélène Marquette que j'ai trouvé très pertinente, qui disait qu'il croyait plus quand ce genre d'initiative venait d'une initiative locale. Typiquement au Salvador, c'est parti de Bitcoin Beach. Et ensuite, c'est le président a vu Bitcoin Beach et puis ça lui a donné l'idée, enfin en tout cas ça a facilité la création de la loi. Là, on a l'impression vraiment que ça part du haut et du coup c'est ce qui est un peu plus inquiétant. Comme disait Gloire, on n'a pas vraiment entendu de choses localement en Centrafrique sur le terrain avant d'avoir cette loi. Donc enfin, moi je pense que c'est un point assez important. Oui, mais justement, moi, c'était sur ça que je voulais rebondir. C'est que c'est ça le problème. C'est que la Centrafrique n'est pas du tout un écosystème Bitcoin en soi. La couverture réseau y est ridicule. La production d'énergie, vous avez parlé de 30 mégawatts. C'est ridicule pour tout un pays, 30 mégawatts. Donc, faire du mining avec une production énergétique aussi faible, ça me paraît quand même assez peu probable. Donc, oui, bah, Non, mais j'y- ça peut par contre enfin, encourager des gens à lancer des projets de centrales, même des petites centrales, notamment hydro, en sachant qu'elles pourraient être rentabilisées tout de suite, en fait. Parce que le problème des centrales, c'est que on les construit pour le futur. Donc potentiellement, oui, ça pourrait même contribuer à l'électrification du pays, quoi. Ouais, pourquoi pas, mais après, derrière, c'est en quoi ça bénéficie à la population centrafricaine qui, elle, n'est certainement pas en mesure de produire des centrales électriques, enfin, des centrales électriques, des centrales électriques en plus pour le minage, étant donné que ben, elle n'est même pas sensibilisée à ces sujets-là, aux crypto-monnaies en général, au Bitcoin, à quoi que ce soit qui soit en lien avec ces technologies. Donc, franchement, je ne vois pas l'utilité, la pertinence pour la Centrafrique de se positionner sur, euh, sur un marché dont la population n'est absolument pas au fait, quoi. Moi, si je me trompe, mais notamment les projets sur lesquels allait Seb Gouspillou, c'était des centrales
qui sont destinés à terme à la population. Donc voilà, c'est surtout ce point-là. Bah, c'est bien ce que je voulais dire, c'est que Sébastien a mis son pied, Sébastien Gouspillou, il a placé son drapeau au Congo il n'y a pas si longtemps, c'était en 2020 si je me rappelle bien, mais à l'époque, personne dans la région n'entendait parler du Bitcoin. On se démerdait pour essayer de parler du sujet, mais il n'était pas aussi populaire que ça. Mais ce qu'on constate actuellement, c'est que la ville de Goma, où je suis maintenant, est en train d'être électrifiée, en partie grâce aux revenus qui sont tirés du mining, du mining qui est dans le parc national de Virunga. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, à la création d'une centrale hydroélectrique, elle n'est pas encore à mesure d'alimenter, de desservir les populations. Et après, si cette électricité qui est déjà produite dès le lancement des turbines, si elle est rentabilisée, elle permet de financer le réseau électrique qui, lui, va vers les populations. Et on s'imagine un modèle pareil pour le développement de l'électricité en Centrafrique. Ça reste à voir, mais le principe, il est là et il marche au Congo actuellement. On s'imagine qu'il pourrait aussi marcher en Centrafrique. Et donc, concernant le Bitcoin ou les crypto-monnaies en général, en termes de... Je suis désolé si je monopolise la parole, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à me couper, mais en termes d'outils de transaction, est-ce que ça pourrait avoir de l'avenir en Centrafrique, dans un pays où, quand même, je le rappelle, la couverture réseau est extrêmement faible, mais même en termes général, quel est votre avis sur le sujet? Est-ce qu'on peut avoir, malgré la volatilité de l'ensemble des crypto-monnaies qui serviraient à terme pour faire des transactions au jour le jour? Alors, concernant ce point-là, tu as raison. Et moi, je ne crois pas du tout à une Centrafrique où dans un mois, il y aura 100 boutiques ou 100 commerces qui acceptent le Bitcoin en tant que moyen de paiement. Ou comme au Salvador, avec le lancement de Chivo, on a vu en peu de temps, près de la moitié de la population commencer à utiliser Bitcoin. Moi, je ne pense pas qu'un tel scénario impossible pour le moment en Centrafrique. Mais comme je l'ai dit, la prise de conscience, même si elle vient d'en haut, elle pourrait facilement, l'adoption de cette loi pourrait facilement réveiller une partie de la population qui commencerait à se renseigner sur Bitcoin, à savoir comment ça fonctionne, à savoir pourquoi le gouvernement a décidé de l'adopter. Et j'imagine qu'il y a maintenant beaucoup de gens qui s'intéressent, beaucoup de Bitcoiners qui s'intéressent à la Centrafrique et qui seront prêts à déployer le moyen pour lancer une sorte d'éducation dans le pays. Et ça, je crois que ça va créer une certaine prise de conscience au niveau de la population. Et c'est vrai que derrière, il faut qu'il y ait un réseau électrique, il faut qu'il y ait Internet dans le pays. Mais ce qui est aussi vrai, c'est qu'une grande partie de la population jeune, en tout cas, utilise déjà le smartphone. Et cela pourrait aider au moins aux plus jeunes à commencer à adopter Bitcoin avant que l'ensemble du pays ne le fasse. Ça va aller progressivement et c'est pas une histoire de 2 semaines ou 2 mois. Ça pourrait prendre quelques années, je pense. Mais c'est intéressant qu'il y ait ce cadre réglementaire-là qui accepte Bitcoin sans souci. Moi, ça, je le prends positivement, sur le long terme. Si je peux rajouter quelque chose à ça, hein, je suis totalement en phase avec ce que tu dis, Clara. À mon sens, hein, même si le contexte il est pas idéal, il n'est pas top du tout. Et ça, c'est un jugement personnel, hein, que ce soit les raisons pour lesquelles le président a décidé de prendre, enfin le président, les puissances publiques de la Centrafrique ont décidé de voter cette loi. Moi, je suis persuadé que c'était pas d'abord pour le peuple, quoi. C'est déjà pour faciliter leurs échanges avec la Russie. Gloire en a parlé. C'est ce qu'on pense, c'est ce que beaucoup pensent. Je suis sûr qu'on ne doit pas être très loin. Que ce soit les éléments de contexte, donc à savoir, il n'y a pas Internet, il y a très peu
de personnes qui ont accès à Internet. Donc, de façon pratique, utiliser Bitcoin, ça a relevé, ce sera hyper compliqué, que ce soit d'un point de vue de l'électricité qu'il n'y a pas. Donc, ça complique encore plus l'équation de l'utilisation des populations. Il y a énormément de choses. Et pour rajouter à tout cela, le fait que la loi elle parle de crypto-monnaie et pas de Bitcoin, plus spécifiquement, donc c'est une porte ouverte à tout et n'importe quoi. Tu as tous ces éléments-là qui peuvent permettre de douter. Moi, personnellement, je suis plutôt optimiste parce que j'aurais jamais pensé que le premier pays en Afrique qui allait donner cours légal aux crypto-monnaies ou au Bitcoin, ce serait un pays de la zone CFA. Parce que, enfin, pour moi, ça viendrait de tout le monde sauf de ces pays-là. Parce on est emprisonné en quelque sorte dans ça avec des dirigeants qui ne se remettent absolument pas en cause, ne questionnent absolument pas ces aspects-là. Et c'est plutôt une bonne surprise. Mais je reste convaincu que Bitcoin, dans son antifragilité, trouvera un moyen de s'imposer parce que personne n'envisageait la manière dont le Bitcoin allait être adopté au Salvador, la manière dont ça allait faire. Tout le monde avait des griefs comme ça, contre ça, ne voyait que les aspects négatifs qui faisaient que ce projet allait capoter. Et là, on rentre en Afrique avec des choses encore plus étranges, mais je suis persuadé que Bitcoin trouvera le moyen de faire son chemin et de s'imposer d'une manière ou d'une autre, avec surtout l'aide de la communauté, qui, comme d'habitude, se mobilise et on a pu le voir. Hein. Il y a déjà pas mal d'initiatives qui sont en train d'être lancées. Je sais qu'il y a notamment Fodé qui s'apprête à faire une tournée dans plusieurs pays, notamment en République centrafricaine, et qui commence déjà à mobiliser des gens. Et je sais qu'il y a pas mal d'autres initiatives qui viendront des membres de la communauté. Donc, l'idée, c'est qu'on soit tous prêts à contribuer d'une manière ou d'une autre hein, à ce que ce projet-là, si je puis l'exprimer comme ça, se déroule bien en fait. Eh bien, ce sont des bonnes dernières paroles. On va pas tarder à clôturer, vu que ça fait presque 2 heures. Merci à tout le monde d'avoir intervenu, et puis je vais laisser Fanny se fermer Ouais, ce space. ouais. Merci beaucoup. On va juste prendre les mails. Alors, je crois qu'il y a peut-être encore de déconnexion, je sais pas, les random. Vu que vous leviez la main, si vous voulez rapidement apporter la remarque que vous vouliez formuler. Et sinon, effectivement, je vais fermer petit à petit le space. Bah, c'est juste pour dire que pour une fois, entre guillemets, on peut aller à un endroit et rentabiliser l'infrastructure qu'on va poser, que ce soit électrique, que ce soit au niveau du réseau, que ce soit au niveau aussi bancaire, parce que du coup, il n'y a plus d'entre guillemets arnaque avec Western Union, etc. au niveau de frais. Donc, je vois pas pourquoi justement BTC, enfin, comme pourquoi l'Afrique ne l'adopterait pas. Carrément, oui, ça paraît être un net positif. Je vais clôturer. Merci beaucoup à tous. Moi, j'ai beaucoup aimé cette seconde partie. C'est mes spaces préférés, ceux où je me tais et que j'écoute tout ce que les autres gens ont à dire. C'est très, très intéressant. Je me substitue à Roxy pour clôturer, il est encore absent cette semaine. Il nous reviendra sûrement la semaine prochaine. Pour dire voilà, que vous pouvez retrouver l'épisode, si vous êtes là actuellement en direct avec nous, vous pouvez retrouver l'épisode plus tard sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Et si vous voyez justement cet épisode sur YouTube ou sur une plateforme de podcast, sachez que vous pouvez nous rejoindre en direct sur Twitter le dimanche à 18h dans ce qu'on appelle un space, donc c'est un format interactif. C'est comme ça que vous pouvez entendre toutes les personnes qu'on a pu entendre dans cet épisode et que je remercie voilà, encore beaucoup pour leur participation. Je vous souhaite voilà, une bonne journée, une bonne soirée suivant où vous êtes. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de l'Entonnoir. Merci beaucoup et gros bisous. Merci à tous. Bonne soirée. Bisous. Merci, au revoir. À la semaine prochaine.